Bon, ben, je vais commencer par quelque chose de tout à fait subjectif, euh, d'un domaine encore plus étranger que la littérature, la poésie, et bon, voilà. C'est de la chanson. Alors, moi, je suis toujours très prise par les chansons, et alors il me reste une petite strophe comme ça du Quarteto Cedrone, c'est très vieux, qui disait en espagnol con la filosofía poco se goza. Et déjà à l'époque où je l'écoutais, je trouvais que c'était faux. C'est-à-dire que je trouvais qu'avec la philosophie, on peut beaucoup prendre du plaisir. Parce que gozar, c'est presque jouir, oui, avoir du plaisir, quoi. Voilà. Donc moi, la philosophie, c'est un domaine qui me fait plaisir. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Et bon, pour essayer de trouver peut-être un appui, et c'est pas le moindre, j'étais contente quand j'ai lu Kant avec Sade, parce que je me suis dit que bon, il y avait du corps. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans la philosophie, je trouve qu'il y a du corps, et donc on peut prendre plaisir. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est effectivement de passer, comme a dit Delia, par un autre champ, parce que je trouve que quand on reste à l'intérieur et qu'on se fixe sur l'objet qu'on doit travailler, on le rate. Et comme de la pulsion, il faut tourner autour pour pouvoir rater mieux encore, comme dit Beckett. Et je trouve que vous, ce que vous m'avez donné à la première lecture, c'est une impulsion, c'est-à-dire de quoi décoller. Alors, décoller par rapport à des objets d'étude qui nous sont très familiers, puisque c'est une étude sur l'adolescence, mais vous l'appelez au sortir de l'enfance, et en fin de compte, je trouve que ça traite autant de l'enfance que de l'adolescence. Et évidemment de l'homme, de l'humain en général. Mais donc vous passez beaucoup sur ce qu'on appelle l'enfance. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir, et finalement je ne pourrais pas dire en quoi, donc j'attends que tout le monde puisse aider à éclaircir cette question, en quoi l'enfance telle que vous en parlez est si différente de l'enfance à quoi on a affaire quand on est psychanalyste. Évidemment, il y a des tas de détails, des tas de situations cliniques, mais moi je trouve bizarrement que fondamentalement, c'est très peu différent. Alors, voilà, ça c'est une question, c'est plutôt une impression, c'est pas quelque chose que je défendrais. Hein. Donc, ce qui m'a le plus frappé par rapport à ce que vous dites de l'enfance, c'est quand vous reprenez Lyotard, que moi j'avais parfois eu sous les yeux, mais jamais lu de manière sérieuse, et je crois que c'est très difficile en fait. Et je vous sais gré de m'avoir introduit un peu à cette pensée. Et donc, ce que vous dites de l'enfance, c'est que son site, c'est la chair. Donc, vous parlez d'un concept qui me semble intéressant et qui est le titre d'une émission de France Culture, c'est la concordance des temps. Il y a une émission qui s'appelle Concordance des temps. Et vous faites une concordance, vous mettez en lumière une concordance entre le fait que c'est temporel, c'est chronologique. Enfin, on peut penser que l'enfance ou l'adolescence se situe dans une chronologie, mais c'est aussi un temps logique qui est en dehors du temps. Alors ça, c'est une idée importante et vraie. Par conséquent, même si ça correspond quand même à certains moments, ça peut se retrouver à n'importe quel moment, et c'est en cela que vous parlez d'un lieu ou d'un site. Donc, ce que j'ai retenu de Lyotard, c'est que finalement, lui disait que le site de l'enfance, c'est la chair. Et ce concept de chair
il est quand même extrêmement, je dirais étrange. En tout cas, il faut voir ce qu'on met dedans, quoi, parce que c'est beaucoup de choses, la chair. Et par contre, et trop dire, on peut dire qu'il y a une différence pour l'adolescence dont le site serait le corps. Alors maintenant, on peut essayer de préciser, vous nous en direz beaucoup plus, bien sûr. La chair, d'après ce que j'ai compris, c'est ce qui nous a été donné. Voilà un concept fondamental de votre livre, c'est que la souffrance de l'adolescent, c'est d'être obligé de se rendre compte que ce corps qui lui fait des tas de troubles particuliers à ce moment-là, liés à la puberté, c'est un corps qui lui a été donné et pour lequel et qui ne s'est pas créé, et qu'il y a tout un avant qui représente cette chair et qui est donc donation d'avant la naissance, en particulier des parents, mais bon, sur des générations et des générations, donc c'est pour tous une donation. Et donc cette chair, elle est faite essentiellement de sensations. Alors, vous dites que l'enfance, c'est le temps et le lieu de la sensibilité, de la réceptivité totale. C'est un lieu ouvert, tout azimut. Et à l'adolescence, ce qui se produit, c'est que cette donation devient consciente. Et au moment où elle devient consciente, ça devient dramatique, parce que ça marque la finitude, les limites. Ces limites, donc, c'est des limites de l'avant et de l'après par rapport à la mort. Mais ce concept de limite entume, qui est, je crois, repris de Lyotard, est quelque chose d'important. Parce que finalement, vous dites que l'adolescent, ce dont il souffre, c'est qu'il bute sur lui-même. C'est une butée sur soi. Avant, ça lui a été donné, il n'y était pas, et après, il n'y sera pas non plus. Ce qui est le cas de tout le monde, mais c'est la prise de conscience qui est particulière à l'adolescence. Et donc, vous dites que par rapport à ce moment, à cet événement, parce que c'est quand même un événement, il y a trois possibilités qui vont se conjuguer, se juxtaposer, se succéder. Et ces trois concepts, ce sont des concepts qu'on connaît, mais sur le coup, quand je les ai vus, ça m'a paru tout à fait éclairant et très agréable que les choses soient mises en mots aussi clairs et pertinents. Donc ces trois termes sont la présomption, parce que à l'adolescence, l'adolescent ou l'adolescente souffre du fait que on a eu ces parents-là et pas d'autres, et que on est cela et pas autre chose, et c'est un moment où l'horizon peut paraître totalement bouché. Donc, par rapport à ce désespoir qui pointe, il peut y avoir la réaction d'être présomptueux, c'est de dire « je vais refaire le monde, à partir de moi, ça va être très différent, tout va changer », c'est la présomption. La présomption se double souvent d'un sentiment de honte. Et ça, je trouve que d'un point de vue clinique, phénoménologique, c'est tout à fait juste. À cette période-là, on a l'impression d'être au regard de tous, nus, dans les failles les plus profondes. Donc, le revers de la honte, c'est la présomption. C'est je suis le roi, je me suis fait toute seule, enfin peu importe. Voilà. Donc, on a, là j'ai parlé de la présomption. Il y a la consomption. Alors, la consomption,
c'est le côté du désespoir, c'est-à-dire qui peut mener à la destruction de soi, du monde, au fait de se plaindre éternellement, des récriminations, le monde ne vaut rien, tout le monde est nul, etc. Donc ça, c'est la consomption. Et il y a enfin la possibilité de l'assomption. Alors l'assomption, je la décrirai moins facilement parce que il y a des tas de manières d'assumer cette dette. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que de toute façon, elle ne sera jamais acquittable. Et que ce qui ferait éventuellement l'âge adulte, ce serait le fait de garder cette dette inacquittable comme un moteur pour inventer quelque chose qui ferait que d'une donation, on pourrait prodiguer un autre don. Voilà. Donc, ça me paraît les idées essentielles. Maintenant, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la manière tout à fait originale, je trouve, dont vous avez abordé ces choses-là, ces concepts-là et l'adolescence à partir de Rimbaud. Une lecture que je trouve tout à fait originale. Alors vous considérez, en vous appuyant sur d'autres, mais bon, moi c'était une idée qui me paraissait tout à fait originale, que les poèmes, le peu de poèmes, à cause du peu de temps qu'il a passé à écrire, ont été pour Rimbaud la manière de traverser cette saison en enfer et d'en sortir. Et que, une fois qu'il a eu fini d'écrire, il était devenu adulte, et il pouvait aborder la vie. Et d'ailleurs, vous citez des passages que moi je ne connaissais pas, où il dit que c'est fini, l'art, c'est des sottises. Alors ça, c'est quand même assez sidérant, voilà. Bon, alors ça c'est du côté de Rimbaud. Du côté de Kafka, je trouvais qu'il y avait une lecture aussi tout à fait intéressante, où vous dites que Kafka avait à la fois honte de son père et honte que son père puisse avoir honte de lui. C'est-à-dire que, en fait, il était envahi par la honte parce qu'il n'était pas au niveau de son père, tout en disant dans cette fameuse lettre au père qui est extraordinaire que son père est là pour le juger, que en fait il se présente quand même comme un fils soumis d'une certaine manière. Donc il est à la fois dans une révolte totale, moi je dirais quand même quelque chose de l'ordre de la haine, et en même temps une demande d'amour insatiable. Donc il y a cette analyse-là. Bon, en gros, je crois que c'est... Ah oui, alors Shakespeare, merci. Donc vous dites absolument que Hamlet est un éternel fils, voilà, qui s'en sort pas. Alors il y a citation, je crois, de Shakespeare que j'ai beaucoup aimé par rapport à l'adolescence, je crois, où il parle des vapeurs pestilentielles. Je ne sais pas si c'est de l'enfance ou de l'adolescence. Je crois du monde même. Je crois que mais qu'à ce moment-là, c'est comme ça qu'il voit le monde. Oui, alors c'est peut-être le monde qui est voilà, mais qui correspondrait à la manière dont l'adolescent voit le monde comme quelque chose de. Voilà, je regarde s'il y a quelque chose que j'aurais oublié que je voudrais. Ah oui, alors voilà, quand même, oui, c'est la question. La question, voilà. Alors la question, c'est celle sur laquelle j'espère qu'on va pouvoir débattre. C'est qu'est-ce qui fait finalement la différence fondamentale entre la philosophie et la psychanalyse, dans la mesure où je sais qu'actuellement, il y a des philosophes qui s'instituent thérapeutes. Il y a des gens qui vont voir des philosophes. Ah, vous ne savez pas? Ah oui, oui, mais moi je suis au courant de ça. Oui, 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 oui. Oui, absolument. Une sorte de thérapeute. Oui, oui, oui. Ben, des philosophes qui reçoivent pour des consultations, pour devenir adulte, pour devenir un homme. Voilà. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, je croyais que c'était connu, mais alors bon. Bref. Mais ceci dit, on peut comprendre quand on pense aux philosophes antiques,
Oui. que d'avoir des consultations, des conversations avec des sages, puisque le philosophe c'est quand même quelqu'un qui est supposé avoir une certaine sagesse. Avant que n'existe la psychanalyse, la psychologie, je pense que les philosophes c'était des gens qu'on pouvait consulter pour savoir la bonne manière de vivre, que ce soit épicurien, etc. Enfin bon, bref. Enfin, voilà, je livre cette question. euh, voilà, moi je trouve que c'est très proche, je sais que c'est différent et j'aimerais qu'on débatte de ça. Mille merci pour cette présentation. Je voudrais d'abord remercier Delia de m'avoir invité une deuxième fois ici. Je garde un souvenir absolument extraordinaire de la première fois, de la soirée aussi, de la remise du prix. Enfin, tout ça, ça a été extrêmement important dans ma vie. Et merci Delia de le faire à nouveau. Je suis aussi content de parler de ce livre en particulier, où en fait il n'est pas question de psychanalyse. Je crois bon, évidemment, j'ai beaucoup lu les psychanalystes de l'adolescence, mais je me suis bien gardé d'entrer en discussion avec eux à l'intérieur du livre. En revanche, en l'écrivant, j'espérais qu'un jour, j'aurai la chance d'en discuter avec des psychanalystes. Et donc, l'occasion m'en est donnée ce soir, et c'est vraiment une chance. Enfin, c'est une grande chance pour moi. Je vais peut-être pas tout de suite répondre à votre question. Je vais essayer de revenir sur quelques éléments que vous avez exposés pour vous dire un tout petit peu dans quelle perspective j'ai pensé que la philosophie pouvait s'intéresser à la question adolescente, au moment adolescent, à l'événement de l'adolescence. On sait que la philosophie ne s'est pas beaucoup intéressée à cette question. Elle s'est beaucoup penchée sur la question de l'enfance, incontestablement, à la fois chez Platon, mais chez Saint-Augustin. Enfin, c'est d'une importance cruciale. La question de l'adolescence en tant que telle est une question qui est arrivée très tardivement à la philosophie, très tardivement. Et on peut dire que chez Descartes, par exemple, il y a un passage, si vous voulez, presque immédiat. Enfin, il y a une opposition que Descartes élabore entre l'état d'enfance et l'état adulte. Et la question de cet âge intermédiaire n'est pas posée comme telle. La question sera posée au siècle suivant avec Rousseau. Rousseau est véritablement celui qui s'empare de cette problématique et qui lui donne un statut tout à fait considérable, puisque l'Émile, qui est la description de la croissance de l'homme à travers les trois âges, comment un enfant peut accéder à l'âge adulte, offre à l'adolescence un tableau tout à fait saisissant. Et c'est à partir de Rousseau que la philosophie s'est penchée sur la question un peu plus. Mais pour autant, elle n'y a jamais consacré une étude au long cours, très peu, sauf de manière oblique. Alors je vais vous donner un exemple que je ne cite pas dans ce livre-là, mais qui me paraît être tout à fait remarquable et admirable pour ce qui est du moment adolescent, évidemment adossé à l'enfance. C'est l'idiot de la famille de Sartre. Sartre
écrit 3000 pages sur Flaubert et en quelque sorte il le cueille à la naissance et il le lâche, il aurait sans doute voulu ne pas le lâcher du tout jusqu'à la mort, mais bon, il s'est essoufflé évidemment au bout d'un certain temps, mais néanmoins, si on lit L'idiot de la famille, on s'aperçoit qu'il y a une véritable élaboration de la problématique adolescente à partir du terreau et du terrain miné de l'enfance de Flaubert. Et c'est un des derniers très grands exemples de ce que la philosophie peut dire de l'adolescence. Et je crois qu'au XXe siècle, l'existence de la psychanalyse a aussi inhibé sans doute les philosophes parce que la question était en quelque sorte réservée à ce que la psychanalyse, nouvelle discipline, nouvelle science, nouvelle thérapie, pouvait en dire. Et donc, si vous voulez, moi-même, lorsque je me suis intéressé à cette question, et je m'y suis intéressé de manière aussi assez étrange pour moi-même, c'est que j'ai été invité à des colloques de psychanalyse à la suite de mon livre sur Lacan, et c'était le plus souvent des colloques sur l'adolescence. Donc il a fallu que je regarde ça un tout petit peu de près, et évidemment j'ai regardé ça du point de vue de la philosophie, et je me suis dit qu'il fallait peut-être poser cette question de manière un tout petit peu nouvelle. Voilà. Alors, comme a dit Delia tout à l'heure, et j'aime beaucoup le mot qu'elle a prononcé, elle a parlé de déplacement, en fait, pour vous, psychanalystes, vous vous déplacez vers la philosophie, mais moi aussi, je me suis déplacé. Je me suis déplacé de la philosophie vers la littérature, et parce que j'ai eu besoin de chercher dans la littérature de quoi donner une configuration particulière à des concepts abstraits. Et comme vous l'avez rappelé, j'ai choisi pour un livre assez bref 3 exemples essentiellement, mais enfin bon, il y a d'autres références, mais enfin 3 exemples, chacun témoignant d'un aspect problématique du moment adolescent. Donc, il y a effectivement Kafka, il y a Hamlet et Shakespeare, et il y a Rimbaud. Et je dois vous dire que, après avoir écrit ce livre au sujet de Kafka, je me suis aperçu de quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je regrette de ne pas l'avoir vu au moment où je rédigeais ce livre. C'est que cette fameuse lettre au père que tout le monde a lue, que vous connaissez très bien, et que les psychanalystes, justement, ont interprété très souvent brillamment, cette lettre au père, elle m'a semblé, après coup, ne pas être tout à fait adéquate à ce que j'en disais dans ce livre-là, et je vais vous dire en quoi. Je pense que ce qui s'est passé avec Kafka, qui quand même avait, je crois, 37 ans au moment de rédiger cette lettre. Kafka n'était pas du tout un adolescent au moment de la rédiger. Et pourtant, il la rédige comme si, finalement, toutes les blessures de l'adolescence étaient encore vives. Rien n'avait cicatrisé. Et ça pose une des questions que j'ai essayé de poser dans ce livre en répondant peut-être un peu abruptement, c'est que est-ce que l'adolescence, c'est véritablement un âge de la vie? Est-ce que c'est quelque chose que l'on traverse et que l'on laisse derrière soi pour passer à un autre âge? Et si justement on ne le traverse pas et qu'on l'emporte avec soi
dans l'âge adulte, c'est donc que l'adolescence est un moment de structure, un moment structurel. Mais structurel de quoi? Structure de quoi? Et c'est un peu ça l'objet de ce petit livre, où j'ai essayé de me poser la question de savoir si il n'y avait pas en nous une sorte d'adolescence interminable, si vous voulez, pour reprendre le mot de Freud, quelque chose qui n'en finit jamais, qui peut être reflux pour des raisons qui sont liées justement à l'accession à l'âge adulte, mais qui, en quelque sorte, reflue et revient dès lors que l'adulte retrouve bute sur un moment de crise qui réactive, si vous voulez, toutes les questions qui l'ont hanté, qui l'ont tourmenté au moment de l'adolescence. Et c'est un peu ce qui se passe avec Kafka. C'est-à-dire, à 37 ans, Kafka arrive à un moment où, en fait, il sent que cette plaie qu'il imaginait refermée, en fait, n'est pas du tout refermée, qu'elle saigne de partout, et que les questions qu'il se posait à l'âge adolescent sont des questions qui exigent qu'on y réponde. Et donc, il écrit cette lettre au père, qu'il n'enverra jamais au père, qui est restée lettre morte. Et cette lettre, en fait, je vais vous dire comment aujourd'hui je l'interprète. Alors que j'ai fait une analyse de la lettre dans ce livre en termes en prenant comme schème, comme fil directeur de l'enjeu de la lettre, l'idée d'accusation. Le fils, le père est présenté comme le grand accusateur, celui qui accuse le fils. Mais il l'accuse de quoi, le fils? Il l'accuse de l'accuser, lui, en tant que père. C'est-à-dire que le père va se défendre de l'accusation permanente du fils, comme si l'accusation du fils était inévitable. On accuse son père, mais de quoi est-ce qu'on l'accuse inévitablement de quelque chose? Le texte de Kafka est très clair. Il l'accuse précisément de ne lui avoir pas demandé son avis pour être de ce monde. Il l'accuse de cela. Et le père, si vous voulez, prend une figure d'accusateur parce que le fils, en quelque sorte, retourne cette accusation et la place au crédit du père. C'est-à-dire que, comme si le père lui-même n'arrêtait pas de l'accuser. L'accuser de quoi? En fait, d'être le vivant qu'il est. Donc c'est un drame absolument insoluble où, dans un jeu de miroir infernal, le fils et le père sont en lutte. Et c'est ça ce que raconte Kafka tout le temps. Mais quand on lit la lettre de près, on s'aperçoit que Kafka fait un portrait du père. Et il fait un portrait du père comme, effectivement, un père tyrannique, un père égocentrique, un père qui ne l'a jamais laissé respirer, un père qui l'a étouffé, un père qui, en quelque sorte, ne l'a jamais laissé user de sa liberté. Bon. Mais la manière dont Kafka dresse le portrait du père ou construit la statue du père est quand même extraordinairement intéressant. Parce qu'il y a dans ce portrait, il y a quelque chose de forcé, il y a quelque chose d'exagéré, il y a quelque chose d'énorme. Le père semble être véritablement une sorte de monstre absolu, mais le père, d'abord, c'était pas ça, et deux, quel est l'intérêt de Kafka
de faire un tel portrait du père. D'ailleurs, il a fait un portrait tellement peu ressemblant que effectivement, il était condamné à ne pas lui envoyer la lettre. Parce qu'en fait, de quoi parlait-il? Il parlait justement de la nécessité qu'il a éprouvée, mais qui est une nécessité historique, si vous voulez, de soutenir la figure paternelle. C'est un paradoxe absolument extraordinaire, c'est-à-dire que le père n'était plus un père. Il n'était plus le père, justement, autoritaire, tyrannique, exigeant, demandeur, castrateur. Il n'était pas cela. Parce que ce n'est plus possible. La fonction paternelle, si vous voulez, a changé. D'ailleurs, Lacan l'a parfaitement dit dans les complexes familiaux. Et donc, Kafka écrit cette lettre pour soutenir le père défaillant, pour en quelque sorte le consolider ou le bourrer de l'intérieur comme un épouvantail, si vous voulez, pour qu'il tienne debout. Parce que c'est la seule façon pour lui, justement, de ne plus être le fils qu'il est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si vous voulez, lutter contre un père déjà défaillant, on ne peut lutter pour s'en sortir que si on a en face de soi un père dominant, un père fort. C'est ça que fait Lacan, que fait Kafka, qui est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire, il va investir le père d'une figure qui est démesurée, parce que pour lui, c'est la condition pour en finir avec son état de fils. Et ça m'amène, si vous voulez, à cette idée que j'ai essayé de justifier dans ce petit livre, c'est que l'assomption dont vous avez parlé se paye, si vous voulez, non pas du fait de tuer le père, je ne vois pas ce qu'il y a à tuer, mais en revanche, il y a un fils à tuer. Il y a un fils à tuer. C'est ça l'enjeu. C'est de tuer le fils en soi. Et l'adolescent, si vous voulez, est pris dans cette problématique infernale où en fait, il est encore le fils d'eux, il est dépendant de toute la structure familiale, il cherche à s'émanciper de cette structure qui le réduit à cette dépendance, il ne la supporte pas, d'où la présomption, où en fait il pense qu'il peut voler de ses propres ailes, ou bien l'inverse, il est tellement dépendant qu'en fait il va se soumettre encore plus à cette dépendance et l'exagérer, mais en tout cas, il est pris dans cette nasse et il a besoin de se défaire de cette filialité. Et se défaire de cette filialité passe justement par la constitution fantasmatique de l'adversaire. Et alors là, ça nous ramène, ça nous fait passer de Kafka à Rimbaud. Parce que, si vous voulez, Rimbaud, c'est un cas intéressant d'adolescent génial. Mais enfin, ils sont tous géniaux. Hamlet est génial, en fait, dans son adolescence attardée, interminable, impossible. Parce que, en fait, Hamlet, c'est tout sauf un aveugle. C'est tout sauf quelqu'un qui se voile. C'est quelqu'un qui sait très très bien ce qui s'est passé. Très très bien. D'ailleurs, la voix du père spectrale, en fait, n'est là que pour figurer finalement sa propre lucidité. Lorsque le père lui dit ce qui se passe, en fait, c'est lui qui se le dit à lui-même, d'une certaine manière. Il sait très bien ce qui se passe. Bon, mais Hamlet choisit de
de ne pas agir. Bon, pour des raisons qui sont complexes. Mais pour revenir à Rimbaud, puisque c'est de ça que je parlais, j'essayais de garder le fil de la réflexion. Rimbaud a écrit deux livres. Il a écrit deux livres. Il a écrit Une saison en enfer et Les Illuminations. Rien que les titres, enfin, c'est quand même extraordinaire, quand on pense à ces titres, à travers le prisme de la question adolescente, alors là, c'est absolument vertigineux, puisque, si vous voulez, cette saison en enfer, enfin, chaque mot est important, saison, alors c'est très intéressant, puisque c'est une époque bien définie, ce qui est censé être justement un âge de la vie, mais aussi l'enfer connote évidemment les conditions d'existence au sein de dans le cadre de cette époque. Mais les illuminations disent quelque chose qui est de l'ordre de l'éveil aussi, de la découverte salutaire de quelque chose qui est tout le contraire de l'enfer. Autant l'enfer connote une sorte de nuit infinie qui étouffe, autant les illuminations, c'est véritablement le volet qui s'ouvre au grand jour. Donc, si vous voulez, il s'est passé quelque chose de très intéressant pour nous qui nous intéressons à cet âge de la vie, dans la littérature de Rimbaud, c'est que c'en est le thème. C'en est le thème. Bon. Et d'ailleurs, c'en est tellement le thème que Rimbaud lui-même écrit un poème qui s'appelle Jeunesse, dans lequel il décrit ce que c'est que l'adolescence. Il le décrit comme s'il en était déjà un peu sorti, comme si il était déjà en passe de tourner la page. Et d'ailleurs, il va très bientôt la tourner tellement bien, tellement radicalement, que c'est même la littérature elle-même qui était indexée sur le principe de la sortie de la saison en enfer, qui n'a plus eu de sens pour lui. C'est-à-dire que l'affaire était réglée. Alors, ça me fait dire qu'il y a des écrivains, si vous voulez, qui donnent à la littérature un autre sens qu'un sens purement esthétique. Ils donnent à la littérature, ils confèrent à la littérature une mission éthique. Une mission éthique. Et si la littérature a la capacité de remplir cette mission, il n'y a plus de raison, si vous voulez, de continuer à faire des poèmes parce qu'ils sont beaux. Ce qui intéresse, c'est de faire des poèmes parce qu'ils ont une capacité de faire apparaître le bien pour soi. Bon. Alors, dans le cas de Rimbaud, si vous voulez, c'est même thématisé comme tel. Bon. Mais dans le poème Jeunesse, il dit des choses de l'adolescence et il le dit avec énormément de précision. Les mots qu'il emploie sont extrêmement précis. Alors, je peux vous donner un petit exemple de ce poème, quand même. Voilà, c'est même l'épigraphe du livre, parce que tout est dit. Ah, l'égoïsme infini de l'adolescence. Ah, l'égoïsme infini de l'adolescence. Les bas du zèle écourté, les tics d'orgueil puéril, l'affaissement et l'effroi. Donc il a choisi quelques mots pour désigner la réalité de cette situation. Ces mots
il m'a semblé qu'il méritait d'être écouté et même d'être développé un peu plus. Les bas du zèle écourté, c'est une formule énigmatique, difficile à comprendre, mais je pense que dans cet écourtement du zèle, de la tentation de bien faire, si vous voulez, parce que c'est ça ce que ça veut dire, il y a quelque chose qui est propre à l'adolescence. C'est l'impatience. L'impatience. L'impatience est véritablement le péché mortel de l'adolescent. C'est-à-dire qu'il doit à l'impatience le meilleur et le pire, mais surtout le pire. C'est-à-dire que cette impatience qui l'habite, qui est une impatience qui est typique d'une situation d'entre-deux, si vous voulez, où, en fait, quand on est au seuil d'une chambre et qu'on est sur le seuil de la porte, bah, ou bien on n'entre pas du tout, ou bien on y va carrément. Mais c'est ça, l'adolescence. C'est cette situation de seuil qui est portée par une impatience extraordinaire de franchir la porte. Et cette impatience, elle va amener l'adolescent à présumer de ses forces. Présumer de ses forces. À présumer de ses capacités d'agir. Et souvent, face à l'incongruité de cette ambition d'agir plus vite que ce qu'il est censé faire, il y a un retournement catastrophique. Il y a un sentiment d'impuissance immense qui l'habite, qui l'étreint, qui fait que le moment adolescent est un curieux mélange de choses totalement contradictoires. C'est un sentiment d'impuissance absolue et de surpuissance absolue. Les deux. Ça se mêle, c'est même difficilement dénouable. C'est une oscillation qui n'est même pas de l'ordre d'une sorte de cyclothymie, qui est une condensation des deux, à cause justement de cet écourtement dont parle Rimbaud et qui a trait à l'impatience. L'impatience fait que on ne supporte pas son impuissance, donc on la conjure, on la transforme en un fantasme de surpuissance, et on se rend compte que cette surpuissance est impossible, elle ne correspond à rien, et on est rejeté vers cette impuissance. Et alors, tout ça est censé entrer en résonance ou même en contradiction avec les leçons de la psychanalyse. C'est ce que une certaine littérature lue par un regard philosophique peut nous enseigner. Mais évidemment, tout le dialogue avec les apports de la psychanalyse doivent être engagés de telle façon à ce que cette littérature peut nous apprendre et ce que la philosophie avec certains concepts peut décrypter, eh bien, doit être remis en question. Donc, je suis heureux qu'on puisse échanger autour de ça ce soir. Je crois qu'on les trimballe toujours, parce qu'on trimballe toujours cette problématique adolescente jusqu'à la fin. Je crois aussi qu'on la trimballe, mais qu'elle se ravive, si vous voulez. Elle se réactive, elle reprend vie à certains moments de la vie adulte. Je pense qu'il y a comme une sorte de latence de cette problématique adolescente, et d'un coup, elle peut ressurgir, et c'est probablement parce qu'elle ressurgit que vous voyez des patients arriver à votre cabinet. C'est-à-dire que c'est pas sûr que, enfin, tout le monde
n'éprouve pas le besoin justement de se reposer ces questions cruciales qu'on s'est posées à 14 ans, à 15 ans, quand on voyait que quelque chose que l'on est, EST, que l'on porte en soi, est beaucoup plus fort que soi. Lorsqu'on fait la découverte de l'impuissance, de l'incapacité, quand on fait aussi la découverte de la puissance d'une certaine idéalisation du réel, qui est très souvent due au poids de la souffrance, eh bien, à ce moment-là, évidemment, on retrouve ce genre de choses à l'âge adulte quand on est confronté à des difficultés de la vie, à un abandon, à un deuil, enfin à toutes ces choses-là qui nous ramènent vers ce moment où l'on s'est éveillé pour la première fois à ces questions angoissantes. Et c'est pour ça que, en fait, ça ne disparaît jamais. En fait, l'Assomption, si vous voulez, c'est une... Enfin, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, c'est une tentative d'Assomption. C'est-à-dire qu'on n'en a jamais fini avec cette histoire. Donc, Assomption, oui, mais comme une sorte d'horizon pour justement essayer de surmonter à la fois cette présomption catastrophique et cette consomption aussi catastrophique. Parce que quand on se consume, très souvent, à l'âge adolescent, on est face à la possibilité de se tuer, par exemple, ou d'attitudes de fuite qui sont terribles, qui peuvent être mortifères. Eh bien, voilà, on n'en a jamais fini, vous avez raison de le dire ainsi. Il est évident que alors, si vous voulez rattacher ces mots-là, par exemple, au lexique psychanalytique, je dirais que la présomption a tout à voir avec le moi idéal. Voilà. Oui, enfin, l'idéal du moi est déjà, une sorte de limite qui est posée à la présomption, alors que le moi idéal, si vous voulez, est l'écrin de... Voilà. Je vous remercie de revenir là-dessus. Je voulais préciser une chose. Après vous avoir écouté, c'est que, voilà, le grand intérêt pour moi de cette incursion dans la pensée de Lyotard, puisque vous y avez fait allusion, c'est d'élaborer un concept de l'enfance qui n'ait rien à voir avec une question d'âge de la vie. C'est la grande originalité de sa perspective. C'est-à-dire que pour lui, l'enfance, c'est une modalité et c'est pas du tout, ça ne peut pas être borné entre 0 et 5 ans ou 0 et 8 ans, enfin, c'est impossible. C'est un site très particulier dans lequel il y a un certain régime de la sensibilité. Certains régimes de la sensibilité, c'est ça qui caractérise l'enfance. Ce régime de la sensibilité, il est constitué, dit Lyotard, par deux phénomènes essentiellement. D'abord, le phénomène une sorte de prématurité, si vous voulez, mot dans lequel il faut entendre le préfixe, qui est très important, c'est-à-dire quelque chose où l'enfant est pris dans un court-circuit permanent. C'est trop tôt ou c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il n'est jamais pris dans une forme d'adéquation avec le temps. Il est pris dans ce court-circuit permanent que Lyotard appelle le péché du temps, une jolie expression, pour dire que, en fait, on rate
on rate la chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on la rate? Parce qu'en quelque sorte, on n'a pas la capacité de se préparer à sa venue, et en même temps, quand la chose vient, justement, précisément parce qu'on n'est pas préparé, eh bien, on vit ça comme quelque chose qui nous bouleverse et qui nous émeut. L'enfant est constamment quelqu'un qui est touché par ce qui arrive. Il est constamment touché. D'ailleurs, la seule façon pour lui de mettre à distance cette touche permanente qui est ce régime de la sensibilité propre à l'enfance, c'est justement de poser des questions. Alors, en posant des questions, il met déjà à distance ce qu'il a déjà touché. Ce qu'il a déjà touché. Et ce qu'il a déjà touché l'ébranle tellement qu'il est constamment sensible à ce qui se passe. Il est en fait ouvert à l'événement et il ne peut pas l'anticiper, et il est en quelque sorte le jouet de ce qui lui arrive. C'est ce que Lyotard appelle la passibilité. Ce n'est pas la passivité, parce qu'il n'est pas du tout passif, l'enfant, au contraire, mais il est passible. Il est passible à ce qui vient. Il est constamment, si vous voulez, disponible à l'arrivée de quelque chose. Et ce régime de sensibilité est tel, et tout est vécu sur le mode de la sensibilité, qui fait que la façon dont il est touché frappe énormément l'adulte, parce que l'adulte est face à un corps qui est hypersensible, qui est ouvert à l'événement et qui est submergé par lui aussi. Submergé. Et ça, c'est une chose que Lyotard a très bien vue en lisant Saint-Augustin. C'est-à-dire que c'est une lecture qui fait des caractéristiques de l'enfance à partir de Saint-Augustin. Cette passibilité de l'enfance, lui, il l'appelle la chair. Voilà. C'est ça qu'il appelle la chair. C'est-à-dire un corps ouvert à l'événement, un corps qui est en quelque sorte, qui ne préexiste pas à l'événement, mais qui est entièrement forgé et formé par ce qui arrive. Il y a une découverte au sortir de l'enfance de ce qui est déjà là. Mais on le découvre, c'est-à-dire il y a un dévoilement. Et ce dévoilement est dû justement, techniquement, si vous voulez, à cette période pré-pubertaire où le corps lui-même se modifie et montre en quelque sorte une forme de, si vous voulez, la passibilité, qui est un régime de la sensibilité, se découvre comme telle. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, cette prise de conscience de cette passibilité, et ce qui engendre cette prise de conscience, c'est l'irruption de la sexualité, comme vous l'avez appelé, c'est-à-dire un corps sexué dont on n'imaginait pas qu'il avait lui-même des formes presque d'autonomie. Enfin, il va agir à notre place, il va nous pousser à faire des choses, et cette passibilité devient angoissante à ce moment-là. Elle devient angoissante. Alors que l'enfance, la passibilité n'est pas du tout angoissante. Elle n'est pas angoissante du tout. Elle va le devenir, et à ce moment-là, effectivement, on passe à un autre régime de la sensibilité. Alors, c'est un régime qui est un régime précautionneux, je dirais ça. C'est-à-dire qu'on a en quelque sorte,
on a en soi une chose qui à la fois nous fait peur, hein, ça fait peur, et puis en même temps on a en soi une chose qui nous amène à une expérience de la sensibilité qui est tout à fait inédite. Les deux. D'où les deux, je reviens à ça hein, chaque fois, les deux mots de Rimbaud. Enfin là, l'égoïsme infini de l'adolescence. Bon, derrière cet égoïsme, on peut tout mettre. Enfin, on peut mettre cet amour de soi ou cet amour propre, cette manière de cultiver soudain cette sensibilité que l'on découvre, que l'on ne veut partager avec personne, on la pousse extrêmement loin. On sait très très bien que les adolescents sont très sensibles au fait d'expérimenter leur pouvoir sensible. C'est un moment d'expérimentation tout à fait lucide de cette chose qu'on appelle sa propre sensibilité. Donc on va au-devant de toutes sortes de sensations, on les appelle à soi, Bon. Et Rimbaud parle aussi de l'affaissement et de l'effroi, bon, parce que cette sensibilité, au moment de l'adolescence, justement, elle accuse un moment de gravité qui est un moment un peu dépressif aussi. C'est-à-dire que, alors qu'au moment de l'enfance, c'est vécu sans se poser aucune question, cette passibilité, elle n'est pas du tout pétrie d'angoisse. Soudain, elle le devient et ça provoque une sorte de peur ou de précaution prise par rapport à sa propre sensibilité qui peut engendrer des moments dépressifs. Et c'est intéressant d'écouter un adolescent comme Rimbaud, enfin un post-adolescent ou un pré-adulte, s'interroger sur ce qui lui est arrivé. Et comme il a une immense maîtrise du langage, il trouve le mot adéquat pour désigner, pour décrire ce qui fait justement tout l'enfer de la saison. Bon, merci. La philosophie elle-même, elle s'est beaucoup déplacée grâce à la psychanalyse. C'est-à-dire que tout ce qui lui est arrivé au XXe siècle porte l'empreinte de ce choc immense de l'invention de la psychanalyse et de ce que... elle a vraiment... elle a à la fois déplacé les perspectives, mais elle a aussi modifié l'idiome philosophique lui-même. Oui, véritablement. Et je crois que, au fond, par l'existence de la psychanalyse, la philosophie est condamnée enfin, elle ne peut pas se dérober à l'existence de la psychanalyse et à la reconnaissance de l'inconscient. Ça me paraît être une chose absolument incroyable si ça a lieu, mais je crois que ça ne peut pas véritablement avoir lieu aujourd'hui dans le champ philosophique. L'adolescent, c'est pas un adulte. Tintin n'a pas d'âge. Oui, vous avez raison. Il n'a pas d'âge. Et la seule femme, c'est la Castafiore. Oui. Donc il y a un problème de sexualité. Je crois qu'il y a même un livre de psychanalyse de Tintin, non? Oui. Mais il y a non seulement... Ouais. Comment? La zoophilie, c'est compliqué. Tintin? Ah, Milou. C'est madame animal domestique. Ridicule. Mais Tintin a suscité beaucoup d'analyses psychanalytiques et aussi philosophiques. Imaginez-vous qu'il y a un philosophe français qui est très connu, qui s'appelle Jean-Luc Marion,
qui a consacré à Hergé un livre dont il n'est pas très fier, puisqu'il ne le met jamais en avant, mais enfin quand même, il l'a publié. Et c'est un livre intéressant parce que il explique, enfin, comme il est phénoménologue, Marion, il explique que Tintin est un visage qui n'est pas un visage. C'est-à-dire, c'est un visage à partir duquel tous les visages deviennent possibles. C'est une variation eidétique sur l'ensemble des visages possibles. Et c'est ça le coup de génie d'Hergé, c'est qu'il a trouvé une manière de configurer la possibilité du visage et pas sa réalité. Et ça, je trouve que c'est une très bonne remarque, parce que Tintin, finalement, on s'y retrouve tous. Oui, voilà, on s'y retrouve tous. À tous les âges. Voilà. Voilà, exactement. Voilà, il n'a pas de trait. Il n'a pas de trait. Il n'a pas de trait caractéristique, identificatoire. Ouais. Enfin, c'est quand même plus un garçon qu'une fille. Oui. Merci. D'accord. Merci beaucoup.